Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et voté relativement au projet de loi portant régime de l'état civil au Niger. Ainsi, tous les députés présents à la séance d'aujourd'hui ont approuvé la loi. Compte rendu Ismaël Moumoun Moussa et Sadou Doumi. Permettre au pays de disposer d'une loi fiable sur l'état civil qui réponde aux préoccupations actuelles, c'est à cette pratique que se sont attelés les parlementaires à travers l'examen et le vote de projets de loi portant régime de l'état civil au Niger. C'est à l'unanimité que les 137 députés présents à l'hémicycle ont approuvé cette loi, ce qui réjouit à plus d'un titre l'émissaire du gouvernement. Cette nouvelle loi institue un système d'état civil et un système d'état civil qui est attaché vraiment, qui prend en compte en tout cas tout l'aspect moderne lié au régime de l'état civil. Il s'agit donc d'un état civil qui va prendre en compte en tout cas tous les aspects modernes, c'est-à-dire les nouvelles technologies, l'information, etc. Donc à travers cet état civil qui a été institué par cette loi, il s'agit de prendre en compte l'informatisation du système de l'état civil du Niger, l'institution du registre national de la population, l'institution du numéro d'identification unique des personnes, l'harmonisation des délais de déclaration des faits de l'état civil, l'enregistrement de divorce, répudiation comme quatrième acte fait de l'état civil et la prise en compte des risques d'apatridie, l'enregistrement des faits de l'état civil en situation d'urgence, la prise en compte de l'établissement des actes pour les Nigériens nés à l'étranger. Donc il s'agit donc de moderniser notre état civil, de l'informatiser et notre état civil, il y aura un état civil national, un registre de l'état civil national. Il y aura l'archivage électronique aussi des faits de tous les actes d'état civil. Avec cette révision, c'est une amélioration garantie par rapport à la politique nationale sur ce domaine. Nous sommes dans un contexte national et international caractérisé par des enjeux au niveau de la sécurité, liés également à des enjeux liés également à l'identification des personnes, à la planification, au développement, aux flux migratoires. Et donc au regard de ces enjeux, la politique nationale de l'état civil a été révisée. Et cette révision a imposé d'office la révision complète de la loi fixant le régime de l'état civil, c'est-à-dire cette loi de 2007-30 du 3 juin 2007. L'état civil, il est important. L'état civil sera modernisé et on aura des bases de données qui seront donc très utiles dans l'élaboration des politiques nationales et également dans la bonne gouvernance. Et c'est pour ces raisons que les députés ont fait l'unanimité autour de cette loi. Bien que tous les députés de l'opposition aient approuvé cette loi, néanmoins, ils invitent le gouvernement à mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur cette loi d'importance capitale comportant 104 articles. Ensuite, je vous propose de suivre ce communiqué du médiateur de la République relativement aux manifestations qui se sont déroulées à Maradi du 14 au 15 juin dernier. Les 14 et 15 juin dernier, la ville de Maradi a été éprouvée par des manifestations provoquées essentiellement par une mauvaise appréciation du projet de loi relatif à l'exercice du culte dans notre pays. Comme vous le savez, ces troubles ont occasionné des effets inadmissibles, notamment l'atteinte à la liberté d'aller et venir des paisibles citoyens, d'importants dégâts sur les biens des personnes publiques et privées, mais surtout l'atteinte à la liberté de culte en saccageant et brûlant un lieu de culte chrétien, ce qui est non seulement une atteinte flagrante au principe universellement admis de paix, de tolérance et de coexistence pacifique entre les communautés, mais aussi une violation grave des valeurs constitutionnelles de civilisation qui fondent notre personnalité. J'exhorte les fidèles de toutes les religions à ne pas céder dans la compréhension et l'accomplissement des préceptes religieux à l'émotion et à l'excitation qui sont les sources de tous les dérapages et de toutes les violences. Le projet de loi en question a fait l'objet d'une procédure consensuelle et inclusive. En effet, avant sa transmission au Parlement, des cadres d'échange et de réflexion ont permis aux associations religieuses de connaître son contenu et de faire des observations conformément au Coran, Al-Karim et à la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc un texte qui ne souffre d'aucune ambiguïté du point de vue de la religion musulmane et certainement c'est pour cette raison que le Parlement l'a adopté le lundi 17 juin 2019.
Tout en condamnant ces incompréhensions et ces intolérances d'une autre époque, j'encourage tous les acteurs, notamment les différents clergés religieux, à continuer l'œuvre constante et efficace d'encadrement et de sensibilisation des fidèles à l'effet d'éviter pour l'avenir la commission d'autres dérapages inadmissibles. Fait à Niamey le 18 juin 2019, signé Maître Sirfi Ali Maïga, médiateur de la République. Dans notre pays, le secteur industriel éprouve des difficultés qui freinent son épanouissement. Les unes après les autres, des unités industrielles sont en train de disparaître. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans le reportage suivant. Cet endroit qui est en train de devenir progressivement un dépotoir dans la zone industrielle de Niamey n'est pas un lieu banal. En effet, il y a quelques années de cela, cet emplacement était une briqueterie qui employait un grand nombre de personnes avant de vivre la décadence. Cette usine de briqueterie qui a connu le naufrage exprime à elle seule l'état de délabrement dans lequel se trouve le secteur industriel de notre pays. Que les gens se rappellent des usines comme Sonia, Peel Wonder, Soniceram et beaucoup d'autres qui n'ont pas eu une longue vie. Et comme une descente en enfer, les Nigériens ont appris avec consternation la fermeture de la BRA Niger. Et paradoxalement, on entend le chef des socialistes nigériens, le président Issoufou Mahamadou, défendre la zone de libre-échange, alors que le tissu industriel de notre pays est en lambeaux. Alors qu'est-ce qui explique cette situation déplorable dans laquelle se trouve l'industrie nigérienne? Il y a des raisons communes à toutes les sociétés qui ont fermé, et même celles qui souffrent actuellement, celles, si on ne fait pas attention, elles vont fermer. Et les raisons sont communes, c'est quoi? D'abord, les conditions de leur exercice chez nous, les coûts des facteurs. Un, la question des taxes. Deux, la question de l'énergie. Trois, la question de l'eau. Et tous ces facteurs réunis, en tout cas, font en sorte que l'environnement qui est créé au Niger par rapport aux industries n'est pas viable et n'est pas pérenne pour les industries. Et au-delà de ça, il y a la question de la concurrence, bien entendu. Concurrence, ça va venir davantage. Pourquoi? Parce que tout simplement, non seulement nous sommes en zone économique UEMOA où il y a la liberté d'installation, mais aussi la question de la concurrence, mais nous sommes aussi dans la zone CEDEAO. Qui dit CEDEAO dit question douanière commune. Et dès lors que l'union économique va naître, va se consacrer, c'est que la concurrence sera accrue. Elle sera accrue. Donc, il faut créer les conditions pour que non seulement les industries soient viables, mais qu'elles soient compétitives. Le secteur industriel de notre pays étant dans une situation de grande faiblesse. Alors, comment faire pour le revitaliser? La solution, c'est par rapport au pays. Ça, c'est aux autorités et à tout le monde de prendre conscience de ce que représente la situation économique de notre pays, la nécessité que nous repensons tous les paradigmes d'approche et qu'on puisse regarder qu'on ne peut pas continuer à être un pays consommateur et penser qu'on a de l'avenir. Et sur le plan économique, dans l'espace économique de l'UEMOA ou de la CEDEAO ou de l'Union africaine ou de la CINSAD. Nous sommes dans un espace économique et cet espace économique, on doit être capable d'avoir la possibilité d'implanter des unités industrielles capables de produire des produits de qualité et compétitifs. Mais si nous ne pouvons pas les produire, il n'y a rien à faire. Donc, on sera tout simplement un pays dominé et envahi. Et ça serait aux grandes dames de notre peuple et au grand bonheur de ceux qui viendront faire leurs affaires ici chez nous. Certes, les socialistes qui dirigent actuellement le pays ont marqué des points en ce qui concerne la construction des routes. Cependant, à l'heure actuelle, leurs résultats sont mitigés en ce qui touche l'éducation, la santé ou l'assurance de la sécurité. Enfin, les socialistes auraient pu marquer plus de points s'ils avaient construit ne serait-ce qu'une usine de transformation de sable. En prélude à la célébration demain de la journée internationale de la lutte contre la drépanocytose, une équipe de Lavari s'est rendue au Centre national de référence de la drépanocytose pour parler de l'importance du thème retenu cette année. Reportage Harriet Salah et Aboubakar Souley. La drépanocytose nous concerne tous. Faisons-nous dépister sur le thème retenu pour la célébration ce 19 juin de la Journée internationale de lutte contre la drépanocytose.
Occasion pour le Centre national de référence de la drépanocytose d'organiser une journée de sensibilisation suivie de dépistage au CSI de Tallagi. Tout un chacun est concerné par cette maladie, et parce que vraiment elle fait des dégâts. C'est une maladie qui atteint tout un chacun. Donc vraiment, on a jugé utile cette fois-ci de mettre l'accent sur la sensibilisation et le dépistage. Parce qu'il faut vraiment faire comprendre à la population c'est quoi la drépanocytose pour les amener à se faire dépister. C'est la raison pour laquelle ce thème a été choisi. Et pour cette année, vraiment, c'est une sensibilisation qui sera faite en langue nationale pour permettre à tout un chacun de comprendre. Nous avons ciblé le CSI Tallagi, où ce sera fait au profit des jeunes. Et nous invitons tout un chacun qui veut vraiment connaître son statut de se présenter là-bas dès demain à 8h30. C'est une prise de sang. Juste après quelques minutes, la personne connaît son statut. Quelle est l'importance de connaître son statut? C'est pour pouvoir choisir son conjoint. Comme vous le savez, c'est une maladie qui est héréditaire. Si je suis porteur de gène S et que je choisis un partenaire qui est porteur de gène, obligatoirement nous aurons des enfants malades. Donc vraiment, le dépistage, c'est le point clé. C'est le point clé. Il faut que les gens pensent toujours à se faire dépister. Le dépistage là doit se faire tôt. La prise en charge d'un drépanocytaire est très coûteuse. C'est pour cette raison qu'il est conseillé d'éviter les facteurs pouvant déclencher les crises et faire un suivi régulier. On trouve des familles qui ont jusqu'à 4-5 enfants drépanocytaires. Même la prise en charge d'un seul enfant drépanocytaire, c'est vraiment lourd. Si vous avez plus d'un, c'est quand même beaucoup de moyens à mettre en œuvre. Alors que quand on fait son dépistage, aujourd'hui, je connais mon statut. Je vais réfléchir avant de prendre quelqu'un qui est vraiment porteur de trait. C'est pourquoi nous insistons cette année sur le dépistage là et sur la sensibilisation. Une seule hospitalisation, ça peut aller jusqu'à 30 000, sinon plus. Ça dépend de la crise. Il y en a des crises simples où vous pouvez dépenser moins, mais si la crise là vient avec des complications, vraiment, ça peut aller au-delà. Et c'est des enfants qui sont fréquemment hospitalisés. C'est ça le problème. Ils sont fréquemment hospitalisés, donc on ne prévoit pas ces crises-là. Et ces crises-là n'ont pas d'heure. À n'importe quel moment, la crise peut se déclencher et ces gens-là vont se retrouver à l'hôpital. Les principaux symptômes de la drépanocytose sont l'anémie, les crises douloureuses et une sensibilité accrue aux infections. Se déplacer dans la ville de Niamey est toujours difficile. Pour cause, malgré les services fournis par les taximens, les bus devant assurer le transport interurbain sont presque inexistants dans la capitale à quelques jours du sommet de l'Union africaine. Nos reporters Hamza Sakou et Aboubakar Souley nous en disent plus. De jour en jour, Niamey ne cesse de grandir et l'une des préoccupations principales des Niameyens demeure le déplacement. Qu'on soit commerçant, fonctionnaire de l'État ou élève, le souci permanent est comment faire pour se rendre à son lieu de travail ou à l'école, particulièrement lorsqu'on n'a pas une voiture, une moto ou une bicyclette propre à soi. En effet, les Niameyens vivent le calvaire au quotidien, une difficulté accrue par l'insuffisance des taxis, conjuguée à leurs mauvaises prestations. Cependant, le plus remarquable est l'absence presque totale de bus de transport interurbain. Les rares bus existants sont ceux de la Sotrini qui assurent dérisoirement la desserte interurbaine. On attend les taxis depuis le matin de bonne heure, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu. Surtout quand on vient ici à 7h30. Nous avons des problèmes. On ne trouve pas les taxis, encore moins les faba. On rate la première heure, à peine on arrive à avoir la deuxième heure. Pour avoir la première heure à l'école, il faut qu'on vienne à 6 heures. On vient ici à 7 heures et parfois il faut 8 heures passer pour avoir les taxis. Nous sommes là pour chercher des taxis. Toujours on est là pour... On va aller en retard, toujours à l'école. Depuis 6 heures, nous sommes là. On part à l'école à 8 heures ou bien 9 heures.
Face à cette situation difficile, en ce qui concerne le déplacement, les Niaméens se demandent ce qu'attend l'État pour moderniser le secteur de transport interurbain qui souffre actuellement de négligence. Pour nous chercher des bus, pour éviter le retard. On appelle de nous trouver des bus car les taximans nous négligent. L'État doit nous venir en aide avec des bus car on ne trouve pas les taxis et Faba. On souffre. Enfin, avec la conférence des chefs d'État de l'Union africaine qui se tiendra bientôt dans notre pays, les autorités en charge du transport ont le devoir de redynamiser la Sotronie en mettant à sa disposition des nouveaux bus en qualité et en quantité. Pour renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation, une stratégie a été mise en place par le gouvernement afin d'amener les animateurs de la décentralisation à mieux jouer leur rôle. Un rôle coordonné par la Direction générale de la décentralisation et de la déconcentration. Détail dans le public reportage qui va suivre. En vue de renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation à exercer efficacement leurs rôles et responsabilités, le gouvernement a adopté en 2011 la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. La Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, est chargée du pilotage et de la coordination technique de la mise en œuvre de cette stratégie. La DGDCT a particulièrement pour mission l'accompagnement des collectivités territoriales et la tutelle de l'ensemble des collectivités territoriales. Afin d'assurer un contrôle de qualité et un suivi des formations dispensées, de garantir la professionnalisation de la formation des acteurs de la décentralisation et d'assurer le développement des capacités de collectivités territoriales, la stratégie propose la mise en œuvre de mécanismes assurance qualité avec d'une part la certification des modules élaborés et d'autre part l'accréditation des formateurs. L'accréditation était d'abord apparue comme une nécessité. C'était une nécessité qui trouve son fondement dans la stratégie nationale de formation des acteurs de la décentralisation. À ce niveau, il faut rappeler que nous appuyons les ministères de la décentralisation à mettre en place un mécanisme d'assurance qualité des formations. Et ce mécanisme a posé un certain nombre de principes, dont l'accréditation des formateurs et la certification des modules. C'est pour cela que la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales, DGDCT, organise une première session d'accréditation de formateurs dans le domaine de l'enseignement primaire dans la deuxième quinzaine du mois de juin 2019 au niveau des 3 régions d'intervention du PRODEC qui sont Tillabéri, Tawa et Agadez. Le rôle du centre dans le processus d'accréditation, c'est de constituer un vivier de formateurs, de les former en ingénierie de la formation et de fournir à la direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales des candidats à l'accréditation. Le dépôt de dossier de candidature à l'accréditation se fera par appel à candidature lancé par la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Pour les intéressés, en ce qui concerne le processus, les candidats formateurs répertoriés dans la base de données du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales ou des autres structures agréées intéressées déposent leur dossier au niveau du responsable de la formation continue du Centre de formation en gestion des collectivités territoriales, CFGCT, qui procède à leur enregistrement et à leur transmission auprès de la Direction générale de la décentralisation et des collectivités territoriales. Un comité ad hoc d'accréditation mis en place à cet effet se réunit pour examiner les dossiers des candidats sur la base des critères définis dans le manuel de procédure d'accréditation. Le candidat retenu à l'issue de l'étude du dossier subit une évaluation en situation réelle d'animation de formation par des évaluateurs désignés au sein du comité ad hoc d'accréditation devant un groupe d'apprenants lors d'une session de formation organisée par le CFGCT ou toute autre institution agréée. Les candidats sont évalués par une équipe d'évaluateurs constituée d'au moins un expert du domaine, un expert en andragogie, tous désignés par le comité d'accréditation des formateurs.
Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 50 sur 100 du total de points requis lors de l'évaluation devant le comité, il est admis pour l'accréditation. Si le candidat est ajourné à l'issue de la session d'accréditation, une notification lui est faite avec les motifs. Le candidat ajourné doit attendre au moins 1 an avant de pouvoir réintroduire à nouveau son dossier d'accréditation. Pour postuler, le candidat doit avoir une expérience en tant que formateur d'au moins 5 ans, avoir un diplôme d'au moins Bac plus 3 ans ou équivalent dans le domaine d'intervention demandé ou dans un domaine connexe, et être enregistré en tant que formateur dans une institution de formation des acteurs de la décentralisation, CFGCT, ou autre structure de formation agréée. La première étape, c'est que le formateur, il faut qu'il soit répertorié au niveau du centre en gestion de collectivité territoriale. Le dossier de candidature à l'accréditation d'un formateur est constitué de la demande d'accréditation précisant le domaine thème pour lequel le candidat souhaite que son dossier soit analysé, d'un curriculum vitae détaillé précisant les expériences dans l'animation de formation ainsi que les pratiques du métier du candidat, des documents officiels confirmant les qualifications du candidat, diplômes et attestations de travail en copie légalisée, d'au moins 3 références, commanditaires et ou institutions de formation, et de frais de dossier d'accréditation 50 000 francs CFA. Le formateur a intérêt à être accrédité parce que ça lui donne la garantie justement d'exercer sa prestation et puis ça veut dire avec une reconnaissance. Le formateur est reconnu dans ses capacités, mais aussi dans ses capacités professionnelles techniques, mais aussi dans ses capacités pédagogiques. La mise en œuvre du mécanisme d'accréditation des formateurs va permettre l'amélioration de la qualité de l'offre de formation dispensée aux acteurs des collectivités territoriales qui, eux-mêmes, vont mieux pouvoir exercer leurs nouvelles responsabilités dans le cadre du processus de décentralisation et, conséquemment, améliorer leurs prestations d'offres de services publics aux citoyennes et citoyens. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.